Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors une vidéo, on va dire, pour faire un état des lieux après la fin des matchs de préparation. La préparation n'est pas totalement terminée, même s'il faut bien se projeter désormais vers le premier match de championnat contre Strasbourg. Alors un premier match qui revêt une importance à plusieurs égards. Déjà parce que ce sera le match du dimanche soir. Donc toute la France va regarder, hein, c'est pas comme si vous êtes noyé dans les matchs du multiplex ou le dimanche à 13 h. Donc ce sera un match qui évidemment sera regardé. Dans les médias, vous pouvez sans doute l'entendre, beaucoup ne croient pas du tout au rebond de l'Olympique Lyonnais. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'envisager ce qui ne va pas très bien en ce moment et les motifs d'espoir sur ce début de saison, un début de saison qui effectivement pourrait conditionner très rapidement le sort de Laurent Blanc. Alors j'ai fait un petit sondage sur la chaîne, dans l'onglet communauté, vous avez été 494 à participer, et vous le voyez, donc je vous ai demandé, à une semaine de la reprise du championnat, vous êtes confiant, 5%, vous voyez, une personne sur 20, inquiet, 66%, donc quasiment 2 personnes sur 3, et vous attendez de voir environ 30%, enfin 30%. Donc bon, on va dire c'est pas la confiance maximale auprès des supporters. Donc je me suis dit quand même, je vais vous avouer franchement que je fais plutôt partie des 65%, mais je vais essayer quand même de donner quelques motifs d'espoir. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quand même. Et regardez quand même de manière très factuelle, ce qui peut plutôt nous pousser à nous poser pas mal de questions sur la compétitivité de l'équipe. Alors la première chose qui peut nous paraître quand même assez positive, c'est la deuxième partie de saison de la saison passée. Donc nous avons un groupe qui est quasiment identique avec quelques tout petits changements, mais je dirais pas de perte majeure par rapport à cet effectif. En effet, les joueurs qui sont partis ne faisaient pas partie du projet, donc on ne peut pas dire que leur départ affaiblisse l'équipe. A l'inverse, quelques joueurs sont arrivés. Donc on voit quand même que sur la deuxième partie de saison, on est 3e de Ligue 1, avec quand même 4 points d'avance sur Lille, tout le monde glorifie Lille, 6 points d'avance sur Rennes et Marseille, tout le monde glorifie Rennes et Marseille. Mais vous voyez que sur la deuxième partie de saison, et donc dans l'élan de cette deuxième partie de saison, l'OL est vraiment très proche même de la tête du championnat, et donc 3e avec 37 points, ce qui est plutôt un bon pourcentage. On est presque à 2 points de moyenne. Donc je dirais la logique voudrait qu'on continue sur cette lancée avec un coach identique, avec sans doute une cellule de la performance qui s'est renforcée, un grand spécialiste voulu par Laurent Blanc, donc Martin Buchheit. Donc on peut penser que la préparation physique nous a sans doute pas mal plombé pendant les matchs amicaux, mais qu'elle va porter ses fruits pendant la saison. Donc ça, c'est le premier point, on va dire la dynamique de la deuxième partie de saison, avec la titularisation de beaucoup de nos jeunes pépites. Alors deuxième élément qui est très positif selon moi, il y a donc le site DataFoot, sur Twitter, vous savez, je me réfère beaucoup à ce compte Twitter, et ce site DataFoot, il publie une statistique sur la saison 2022-2023, donc celle qui vient de s'écouler, sur l'intensité défensive. Alors l'intensité défensive, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de passes moyens que l'équipe adverse peut faire avant que nous récupérions le ballon. Et donc c'est quand même une étude, vous le voyez, sur les 5 grands championnats, et mine de rien, l'Olympique Lyonnais est premier. Ça veut dire que l'équipe en face n'a le temps de faire que 8,6 passes avant que nous récupérions le ballon. De ce point de vue-là, nous sommes à égalité avec l'Olympique de Marseille, et nous sommes devant le Bayern, le Barça, qui ont d'autres qualités que nous n'avons pas. Mais vous voyez quand même qu'on est tout simplement leader. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et avec sans doute des joueurs qui vont arriver, qui vont nous donner plus de sécurité défensive, je pense notamment à Clinton Mata.
Donc on a des joueurs qui sont arrivés, qui vont peut-être apporter de l'impact, peut-être comme Maitland Niles, peut-être un ailier, je l'espère, qui va lui aussi apporter de l'impact, sans doute des joueurs mieux préparés que la saison passée, notamment ceux qui sont arrivés au mois de janvier, je pense notamment à Jeffinho, dont je reparlerai un petit peu plus tard dans les points négatifs. Donc vous voyez, en fait, il y a deux choses. Il y a le nombre de points pris, on est dans la continuation de cette deuxième partie de saison où on prend quasiment 2 points par match, et 2 points par match normalement ça doit nous permettre d'être dans le top 3, top 4, et une intensité défensive. Nous n'avons pas perdu de joueurs sur ce registre, on peut même espérer qu'un Ryan Cherki en grande condition physique soit plus efficace dans ce domaine, idem pour Lacazette, idem même pour Barcola, Barcola qui a on va dire une capacité physique très très élevée, mais qui découvrait quand même pour la première fois dans cette deuxième partie de saison le fait d'être titulaire et d'enchaîner les matchs. Maintenant il est sans doute plus habitué, donc on peut aussi espérer qu'il soit plus efficace. Maxence Cacré qui lui a sans doute retrouvé de la confiance, notamment sur on va dire les 2-3 derniers mois de compétition, et on peut même envisager qu'un Mohamed El Arouche, qui est un joueur avec beaucoup d'activité, puisse également rentrer dans cette faculté d'aller presser très très haut. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui, dans la continuité de la saison dernière, peuvent agir en la faveur de l'Olympique Lyonnais. Troisième stat, alors là c'est DataOL qui nous dit tout simplement que lorsque Bradley Barcola est titulaire en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais sur 12 matchs, c'est 7 victoires, 4 nuls et une seule défaite. Donc a priori Bradley Barcola sera titulaire dans l'équipe, donc là aussi ce sont des éléments qui plaident en la faveur de l'Olympique Lyonnais. Enfin, hier, nos amis de Gunback organisaient un space sur Twitter. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec Twitter, qu'est-ce que c'est un space ? C'est tout simplement un espace où des internautes de Twitter viennent écouter des orateurs. Ils peuvent aussi prendre la parole s'ils le souhaitent. Donc dans ce space était invité Sébastien Denis, qui vous le voyez est le rédacteur en chef de Foot Mercato. Foot Mercato qui est un site journalistique, ce ne sont pas des influenceurs. Ce sont des gens qui, je pense, sont quand même très sérieux. Alors il peut y avoir des saucisses, il peut y avoir du putaclic, mais qui n'en fait pas, notamment pendant les périodes de mercato. Et donc il était invité pendant quasiment 1h30, 2 heures. Et donc il a évoqué beaucoup d'aspects de l'Olympique Lyonnais, dont je vais vous donner les grandes lignes. Mais il a dit notamment que la relation entre les joueurs et Laurent Blanc était très très bonne, vraiment très très bonne, que ce soit les cadres ou les jeunes joueurs. Donc on va dire, effectivement, vu de l'extérieur, on a l'impression que rien ne va, mais selon Sébastien Denis, qui est sans doute très très informé par les agents, peut-être par les joueurs eux-mêmes, il dit qu'à l'intérieur du groupe, les choses se passent très bien. Alors, ce n'est pas parfait non plus, on va le voir, notamment avec certains joueurs qui aimeraient partir, mais qui ne sont pas partis non plus pour essayer d'aller au clash avec l'Olympique Lyonnais. Et je vais vous donner là dans quelques instants les petites infos qui ont été données par Sébastien Denis sur la situation de l'OL et notamment sur le plan contractuel. Alors pour Tino Kadewere, c'est simple, il n'y a pas d'offre. Pour Karl Toko Ekambi, tout le monde veut son départ, le club et le joueur, mais l'OL ne veut pas le brader. Toko voudrait partir gratuit, mais l'OL veut récupérer environ 3 millions. Et pour le moment, c'est là que ça coince. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Pour Lukeba, clairement, lui, effectivement, souhaite partir au RB Leipzig, notamment en disant qu'il avait un accord avec Jean-Michel Aulas. John Textor, lui, au contraire, veut prolonger Castello Lukeba, en lui promettant notamment une augmentation de salaire. C'est ce qui se négocie en ce moment, mais on comprend bien qu'évidemment cette situation peut peser sur le moral du joueur et sur sa motivation. Pour Barcola, vous le savez, maintenant il dépend de l'agent Jorge Mendes, qui a placé énormément de joueurs au Paris Saint-Germain. Barcola, lui, évidemment, il est intéressé pour venir au PSG, pour jouer la Ligue des Champions, pour avoir un bien plus gros salaire, mais lui aussi ne veut pas aller au clash
Lukeba, lui, il veut partir proprement, c'est-à-dire avec un OL qui va s'y retrouver sur le plan financier. Mais bon, pour le moment, l'OL est coincé puisque l'encadrement de la masse salariale fait que Lukeba et Barcola sont des petits salaires. Donc même si vous récupérez une très grosse indemnité de transfert, vous ne pouvez pas trouver de joueurs d'égale valeur avec des salaires aussi faibles. Donc bon, ben, voilà. Hein, donc la seule chose qu'on peut espérer, eh bien, c'est que les joueurs n'aillent pas au conflit. Le conflit s'étant tout simplement d'arrêter d'aller aux entraînements jusqu'à ce que le club cède. C'est ce qu'avait fait Ousmane Dembélé pour quitter le Borussia Dortmund avant d'aller à Barcelone. Je crois que Lewandowski avait fait la même chose. Ou Florian Thauvin, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Il devait retourner dans son club à Lille, mais il voulait transférer à Marseille. Et donc, il a dit tout simplement, je n'irai pas aux entraînements de Lille jusqu'à ce que le transfert se fasse. Et le transfert finalement s'est fait. Il a parlé également de Johan Le Penant, qui lui se projette à 100% à Lyon. Il n'est absolument pas question ni de le vendre ni de le prêter. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, ça ne bougera pas. Et il a dit que pour le recrutement d'un ailier, va falloir être très très bon. Parce que il n'y a pas d'enveloppe salariale. Ce qui a été fait avec Aleta Tchar ne peut, à mon avis, pas être fait avec beaucoup de joueurs, sinon la DNCG va tiquer. Hein. Si vous voulez comprendre pourquoi, allez voir ma vidéo où je vous expose ce qu'est un abus de droit. Je ne vais pas le redévelopper là, sinon je vais perdre 80% des auditeurs. Donc, bon, voyez, si on fait la combinaison de l'élan de la saison dernière, de la qualité de notre pressing haut, de l'apport de Bradley Barcola, de l'expérience accumulée, de l'apport de la cellule de performance et de Martin Buchheit pour mettre nos joueurs en pleine condition physique, le fait que le groupe vit très très bien et les relations entre les joueurs et leur rang blanc sont des relations très saines et appréciées par les joueurs. Tout ça, ça décrit, je dirais, un contexte qui n'est pas aussi calamiteux qu'on veut bien le penser, mais ne nous voilons pas la face. Si vous ne gagnez pas à Strasbourg, eh bien ça peut vite tourner vinaigre pour Laurent Blanc, pour les joueurs, parce que il y a des joueurs qui peuvent aussi se dire, si on n'est pas capable de gagner à Strasbourg, alors qu'on a la même équipe, alors qu'on a fait une préparation physique, etc., eh bien c'est une perte de confiance des joueurs dans le projet, et ça ce serait grave, et dans l'entraîneur, ce qui serait évidemment encore plus grave. Donc ça me permet de passer sur la deuxième partie. Alors si vous êtes déjà en dépression, n'écoutez pas cette deuxième partie parce que j'ai présenté ce qui allait bien, mais vous allez voir que évidemment il y a des choses qui vont beaucoup moins bien. Au-delà des résultats, hein, je ne vais même pas parler des résultats des matchs amicaux, mais sur le contexte global du club. Alors le premier problème, et ça c'est plutôt pour Laurent Blanc, mais ça impacte aussi évidemment les joueurs, c'est l'ombre de Bruno Lage, puisque John Textor a vu son entraîneur Luis Castro être débauché par l'Arabie Saoudite, et donc il a dû trouver un entraîneur pour remplacer Luis Castro, et vous savez, il y a eu un intérim de Cassapa. Et donc depuis quelques matchs, eh bien c'est Bruno Lage qui est un entraîneur portugais, champion du Portugal avec le Benfica, qui a une dernière expérience en Angleterre avec Wolverhampton. Et John Textor, et c'est la presse brésilienne qui a relayé cette information, aurait promis carrément à Bruno Lage, qui était réticent pour aller au Brésil, notamment à cause de sa famille, qui ne voulait pas aller habiter là-bas. Et donc John Textor lui a dit, puisque je vous rappelle que le championnat brésilien est annuel, hein, enfin sur l'année civile, donc il va se terminer, là on arrive au milieu de la saison, mais il va se terminer à la fin de cette année. Et donc il a promis à Bruno Lage que s'il était champion avec Botafogo, actuellement Botafogo a je crois 12 points d'avance sur le deuxième du championnat, donc c'est une éventualité certaine, et bien que s'il était champion à Botafogo, il pourrait devenir l'entraîneur numéro 1 dans ses équipes en Europe. Alors, dans ses équipes en Europe, il en a 3. Molenbeek, donc je ne pense pas qu'il ait fait miroiter Molenbeek à Bruno Lage. Crystal Palace, mais on le sait, malgré ses 46%,
À Crystal Palace, John Textor n'a quasiment aucun pouvoir à Crystal Palace parce que vous avez des actions qui vous donnent des droits de vote et des actions qui ne vous donnent pas de droits de vote. Et bien que détenant 46% des actions à Crystal Palace, John Textor n'a que 25% des droits de vote. Donc il ne peut pas décider de grand-chose, ce qui l'agace énormément. Et donc évidemment, on comprend bien que le but de Textor, c'est de faire venir Bruno Lage. Alors soit l'hiver prochain, à la trêve, si les résultats de Laurent Blanc ne sont pas bons, d'ailleurs même s'ils sont bons, je ne serais pas étonné que John Textor le remplace, ou à la fin de la saison. Donc cette ombre plane sur évidemment Laurent Blanc, puisque cette info, vous vous en doutez, est sans doute parvenue à ses oreilles. Alors il y a également l'article de l'équipe qui est sorti très récemment, Hugo Guimet, le 5 août, qui nous dit que Laurent Blanc sera vite jugé. Dans l'article, il nous dit même que si Eagle avait eu les moyens financiers, il aurait déjà pris la porte. C'est ce qui l'a amené à dire rendez-vous à Strasbourg pour le premier match de la saison. S'il y a encore un coach sur le banc de l'Olympique Lyonnais, en fait, il faisait référence à cet article. En disant cela, il ne disait pas je vais démissionner ou je serai viré. Il disait un peu de manière cynique à l'équipe, pour l'instant je suis en place, donc respectez-moi en tant que coach de l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, on le sait, il y a beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux, certains sont plus influents que d'autres, mais bon, dans les médias, pour dire que Laurent Blanc n'est pas l'homme de la situation. Et donc évidemment tout ça, ça pèse un petit peu sur l'atmosphère générale. Et évidemment, plus que tout autre coach, Laurent Blanc sera jugé très rapidement sur les résultats, parce qu'on dira, il a l'équipe depuis 9 ou 10 mois, l'équipe est la même, il a eu le temps de travailler avec eux, et si les résultats ne sont pas là, c'est en grande partie sa faute. Deuxième point de crispation, donc Castello Luqueba, qui lui aussi a changé d'agent. Bon, il n'est pas avec l'écurie Mendes, mais il est avec le même agent que Mohamed Simakan, qui donc évolue au RB Leipzig, en défense centrale lui aussi, et qui l'a convaincu de le rejoindre à Leipzig. Luqueba a un accord avec Leipzig depuis longtemps. Pour l'instant, l'Olympique Lyonnais rejette la proposition. Bon, vous avez compris pourquoi, notamment pour des raisons financières de salaire. Mais évidemment, lui, le joueur, il est un peu dans sa tête, il était déjà parti. Et ça court depuis le mois de juin, faut pas l'oublier. Et il avait eu l'accord de Jean-Michel Aulas, puisque quand a été publiée la liste des transferts envisagés par Jean-Michel Aulas, il y avait Castello Luqueba. Et certains disent, oui, mais John Textor n'est pas engagé par les promesses de Jean-Michel Aulas. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Il est engagé tout simplement parce qu'il représente l'institution Olympique Lyonnais. C'est comme un pays, si un pays s'engage sur un truc, c'est pas parce que vous changez de président que vous devez vous désengager. Non, alors bon, certes, ce sont des accords verbaux, mais c'est pas le meilleur moyen de mettre dans les meilleures dispositions le joueur. Donc très clairement, l'affaire Luqueba peut être un problème, notamment jusqu'à la fin de cet été. S'il n'est pas transféré avant le 1er septembre, évidemment, après, il pourra faire un peu la tronche. Mais on a des défenseurs centraux, donc s'il se retrouve sur le banc, je pense qu'il ne va pas trop aimer. Donc d'une certaine manière, il a tout intérêt à être bon pour continuer à être titulaire. Je vous rappelle que la saison passée, il a été sur le banc, au profit de Diomandé, c'est vous dire. Donc Laurent Blanc, s'il est toujours là, évidemment, n'hésitera pas à faire des rotations. Alors, autre joueur qui est très demandé, Bradley Barcola, vous le savez, le PSG veut un remplaçant à Ousmane Dembélé, mais bon, d'une certaine manière pour nous, la signature d'Ousmane Dembélé, c'est très bien, puisque si Barcola va à Paris, alors vous allez me dire, Ousmane Dembélé est souvent blessé, donc Barcola pourrait de temps en temps être titulaire, mais il ne partira pas comme titulaire, alors que là, qu'à l'OL, il est sûr d'être titulaire. Donc je pense que sur Barcola, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais malgré tout, voilà, ça dénote quand même une envie de partir d'un certain nombre de joueurs. Je ne rappellerai pas Tagliafico qui a émis de nombreuses fois ses doutes sur le professionnalisme à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, il y a une atmosphère qui n'est pas géniale, mais bon,
la question va être très vite réglée puisque on va jouer Strasbourg, on va recevoir Montpellier, on va se déplacer à Nice et ensuite on va recevoir le Paris Saint-Germain. Donc vous imaginez bien que si on ne fait pas le plein de points sur les 3 premiers matchs, je dirais qu'à la limite un match nul à Nice, ça pourrait être acceptable. Un match nul face au PSG, ça pourrait être acceptable. Mais je pense que Laurent Blanc n'aura vraiment pas beaucoup de temps pour faire ses preuves à la reprise du championnat. Espérons pour lui et pour nous surtout que la mayonnaise va prendre très très vite. Alors, dernier sujet qui démontre quand même un petit peu de spleen au moins dans l'équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est Jeffinho. Jeffinho que je présente depuis quelques semaines comme un joueur dépressif. Et quand certains me disent que je ne comprends rien au foot, ça arrive. Ce qui est certain, c'est que moi-même j'ai encadré des groupes et je pense avoir une assez bonne compréhension des dynamiques de groupe. Et ça fait donc des semaines que je dis que Jeffinho, il est déprimé. Eh bien hier, figurez-vous que sur Twitter, il a publié ceci. Alors je ne vais pas le dire en portugais parce que sinon je serais ridicule. Mais en français, je ne pense pas que je vais bien. Je ne pense pas que je vais bien. Et donc, avec un emoji évidemment de tristesse. Et donc lui, en tout cas, il n'est pas bien du tout. Moi, je l'avais déjà remarqué pendant les matchs, notamment avec son body language, à la fois pas engagé ou excessivement nerveux. Je remarque aussi qu'il a perdu sa place sur le dernier match, alors qu'on n'avait pas vraiment d'ailier gauche. Même si on a mis Ryan Cherki, on aurait très bien pu imaginer qu'on fasse un 4-2-3-1 comme on a terminé la saison avec Jeffinho dans l'aile et Cherki en 10. Donc vous voyez, quand vous avez quand même des joueurs qui s'expriment sur les réseaux sociaux pour exprimer leur malaise. Alors moi j'ai une solution, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo récente. Renvoyez Jeffinho à Botafogo et donnez-nous en prêt Matheus Nascimento. Alors attention, je ne dis pas que Matheus Nascimento résout tous les problèmes, mais c'est sans doute le joueur le plus coté de Botafogo parmi les jeunes joueurs. Un énorme potentiel, peut-être plus fort mentalement que Jeffinho, il faut l'espérer. Donc je me dis, quitte à avoir un Jeffinho malheureux, renvoyez-le au Brésil, il sera heureux là-bas, et nous, ça ne coûte rien de tenter le pari Matheus Nascimento. C'est un milieu offensif, alors qu'il joue plutôt du côté droit. Il peut jouer ailier à mon avis sans aucun problème. Donc imaginons, alors attention, je ne le vois pas titulaire forcément, mais je pense que ce joueur-là peut clairement nous apporter quelque chose, alors que Jeffinho, il a le moral dans les chaussettes. Donc renvoyez-le jusqu'à la fin de la saison à Botafogo, et puis peut-être le faire revenir ou le retransférer définitivement là-bas. Il nous aura quand même coûté 10 millions. D'ailleurs, je constate que Amin Sarr se fait défoncer la tronche par absolument tout le monde sur tous les réseaux, sur toutes les chaînes YouTube. Mais Jeffinho passe à travers de toutes les critiques, alors que si on regarde objectivement, avec son seul but en Ligue 1 comme Amin Sarr et une préparation pourrie comme Amin Sarr, il y en a un qui se fait défoncer et l'autre qui se fait pas défoncer. Mon explication, c'est que Amin Sarr porte l'étiquette, évidemment, Bruno Chéroux, mais bon, ça, on n'en sortira pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, j'espère quand même avoir remonté le moral à tous ceux qui ne l'avaient plus du tout. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.